c'est quoi ton projet professionnel? On dit, apprenez-moi à faire un bloc de glace. En Algérie, ils veulent de la glace, je vais vendre de la glace. Le jeune cancrelat, là. Qui a refait 3 fois la 5e. Qui a refait 3 fois la 5e. Tout le monde pariait pas un copec sur lui, qui me voyait 4 murs ou 4 planches. Eh ben, il est devenu professeur. Quand j'ai commencé en 93, jusqu'en 2000, 7 ans, j'ai jamais pris de vacances scolaires. Je faisais des périodes de formation d'entreprise et je demandais à travailler, si c'était possible, de travailler l'été, les vacances scolaires. C'était Thomson au début. Thomson, c'est l'armement en fait. Okay. Mais moi, je m'occupais des services généraux. Okay. Aujourd'hui, le plus gros de mes clients, 80% de mes clients, c'est mes anciens élèves. Okay. Ils me font la misère. La seule chose que je lui conseille de faire pour que ça marche, répond aux demandes de tes clients. Le dirigeant qui m'a inspiré, c'est mon père. C'est ma boussole, c'est mon exemple, enfin l'exemple que je suis. Comment est-ce qu'on passe de je travaille avec ma femme à une entreprise de 50 personnes? Merci Kamel de m'avoir fait l'honneur de venir ici pour tourner un épisode du podcast Bâti Légende. Donc c'est le podcast où j'interviewe des dirigeants d'entreprise au parcours inspirant. Est-ce que tu peux te présenter? Déjà, merci à toi, Eddy, d'avoir pensé à moi et de m'avoir invité dans ce podcast. Voilà, bon, c'est des termes et un vocabulaire qui m'est pas familier. Hein. Alors, me présenter, Eddy, tu me connais déjà? Bah, brièvement, mais t'as quel âge? Tu t'appelles comment? Pour ceux qui ne déjà, connaissent pas. Déjà, mon âge, ça se dit pas. non, j'ai 49 ans. Je suis fier de le dire parce que j'ai pas encore les 50. Donc, 49 ans. Kamel Ferhat. Je père de 6 enfants. Okay. Avec la même femme. Je suis marié. Je l'aime. Je suis dans le domaine professionnel. J'ai choisi d'aller dans l'énergétique et plus particulièrement le froid et la climatisation. Et c'est quoi ton activité aujourd'hui? Je suis le PDG de la société Le Froid Francilien. Le Froid Francilien et je gère aussi un groupement d'entreprises, la Holding Ferrat Company. Et j'aide des entreprises, des jeunes personnes motivées. Je les accompagne à développer, à la création de leur entreprise. Donc, ils s'intègrent à notre groupe et puis moi, je les accompagne, je les aide. Et donc, ça a créé un groupement d'entreprises, donc HFC, avec toutes ses filiales. Et la plupart d'entre eux sont des anciens élèves parce que j'ai été aussi professeur en génie climatique après avoir fait un CAP, froid clim, un BEP froid clim, un bac pro froid clim, un BTS froid clim. Oula, attends, mais tu vas nous partager tout ça. Je vais te poser plein de questions. Tu m'as demandé de me présenter. Non, vas-y. Non, mais écoute, franchement, ça a l'air d'être un parcours incroyable. Je connais quelques éléments de ton parcours, mais je tiens à dire à tous ceux qui nous regardent, parce qu'on n'a pas préparé ce podcast, je t'ai pas envoyé de questions à l'avance. Si t'es pas à l'aise avec une question, bah, tu n'y réponds pas et on passera à autre chose. D'accord. Il n'y a pas de souci. Je ne vais pas te poser de questions bizarres. Mais voilà, moi, ce qui m'intéresse, encore une fois, et tu vois, tu sais que j'ai dirigé aussi une entreprise. Oui, on s'est connus d'ailleurs. On s'est connus. Lorsque tu as récupéré un de mes salariés et que tu m'as appelé pour avoir ses références, ou c'est moi qui t'ai appelé parce que... Non, c'était moi qui t'avais appelé. Voilà, c'est vrai. Et puis, oui. Aujourd'hui, tu es client aussi d'Interfast, mais on en reparlera peut-être après. Mais du coup, tu vois, moi, quand j'ai géré ma boîte, ça m'aurait fait du bien d'avoir des parcours inspirants comme le tien, de connaître l'histoire pour avoir la motivation, la niaque, tu vois, d'aller chercher des clients, recruter, essayer de grossir aussi. Parce que quand on est artisan, tu le sais, tu m'avais raconté rapidement l'histoire de la Laguna, peut-être, tu en reparleras. Oui. C'est pas facile. Non. Du coup, Kamel, donc tu as 49 ans, patron du Froid Francilien et d'un groupe d'entreprises, c'est incroyable. Et pas que. Ah. Et président. Et président de l'Institut associatif de la formation des métiers de l'énergétique. Ok. C'est pas peu de le dire. Ouais, donc du coup, tu as vraiment beaucoup de casquettes. Ouais, mais c'est toujours le même noyau dur, le même métier, qui est le métier de l'énergétique. Et la pluriprofessionnalité de ce métier fait que dans l'énergétique, il y a du froid, il y a de la climatisation, il y a de l'hydraulique, de l'aérolique, de la thermique, du traitement d'eau, du traitement d'air. C'est pluriprofessionnel et ça nous permet d'avoir un éventail à 360 à proposer à nos clients, mais toujours dans l'énergétique. Okay. Ouais. Et pourquoi l'Institut
C'est depuis peu où on m'a nommé président de cette association, parce que c'est une association, loi 1901, à but non lucratif. Et cette association, elle est surtout là pour valoriser notre domaine d'activité, qui est souvent perçu comme un métier dit de voie de garage. Parce que moi, le premier, quand j'ai voulu faire mon orientation, c'est mes profs qui ont fait mon orientation, qui m'ont orienté. On m'a dit, si tu continues à faire des bêtises, parce que j'étais un peu turbulent, j'en ai eu conscience, donc je me suis soigné après. Je ne dis pas que les turbulents sont malades, mais j'étais fou. Et mes profs me disaient, si tu continues avec un comportement, avec le comportement que tu as, tu vas finir en CAP. C'était une punition. Donc j'ai dit, attends, CAP. J'ai fini en CAP. Et j'ai fini prof. Donc CAP, Froid-Clim, BEP Froid-Clim, Bac Pro Froid-Clim, comme je te disais. Et je le répète parce que j'en suis fier. Et surtout pour valoriser ce métier-là, pour dire aux jeunes que c'est pas une voie de garage, valoriser ce métier et faire en sorte que les professeurs du collège, qu'ils arrêtent avec ça, quoi. Mais attends, mais je suis... parce que là, j'ai 1 milliard de questions qui me viennent. Ouais. Et on a un programme à respecter. J'ai 1 milliard de réponses à te donner. Non, mais attends, parce que je vois que tu as beaucoup de casquettes et je sens clairement la passion. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui me touche parce que moi aussi, je suis passionné par ce que je fais. Et un truc que j'adore, c'est travailler avec des gens passionnés, que ce soit mes clients, mes collaborateurs, etc. Est-ce que tu peux partager rapidement un petit peu On peut commencer par le début. Moi, j'aime bien tout savoir. Je suis hyper curieux. Ouais. Ton enfance, t'as grandi où ? T'as fait tes études où ? Enfin, tu peux parler un peu de ton cadre familial, peut-être rapidement ? Ouais. Donc, je suis né en France. Je suis né à Pontoise. Ok. Dans le 95, donc en banlieue parisienne. Et donc, comme je te disais, j'ai fait cursus scolaire normal. Je suis le fruit de l'école de la République. Et donc, collège, je commençais à faire le fou. Et là, du coup, mon papa, je faisais vraiment le fou. Donc, mon papa, il a dit, ah ouais, tu fais le fou. Donc, il m'a envoyé en Algérie, parce que je suis d'origine algérienne. Je me suis retrouvé en Algérie, il m'a fait croire qu'il me... Excuse-moi, t'avais quel âge, Kamel ? Bonne question. J'avais 14 ans. 14 ans. Ouais. Donc, quand tu dis fou, c'est quoi ? C'est que tu t'étais un peu un voyou ? Tu faisais... Ouais. J'étais une voyelle plus qu'un voyou. Mais j'étais, le petit wesh, là, le petit Ziva, là, qui roulait des mécaniques. Okay. Et je faisais des conneries. À un moment, j'ai fait une connerie assez grave, donc je me suis fait renvoyer du collège. Ok. Le collège, mon père, il a dit, attends, c'est quoi cette histoire-là ? Tu vas pas salir mon nom. Donc, et puis, à 11 ans, j'y allais, depuis tout petit, j'allais en Algérie. Mais pour revenir au métier, moi, à 14 ans, mon père, il m'envoie au pays, 13-14 ans, il m'envoie au pays, il me fait croire que je vais y vivre définitivement. Un peu comme s'il t'envoyait en pension, presque. Ouais. Donc, du coup, je me suis retrouvé en Algérie. Il a brûlé mon passeport. En fait, c'était le passeport périmé, mais moi, je savais pas. Je pensais que c'était le vrai passeport. Il brûle mon passeport. Il était sérieux, il était sérieux. Il part, mais il prend pas. Et moi, je pensais qu'il est parti en France, mais non. En fait, il était toujours dans le pays. Et il m'a confié à mes oncles, les tantes. Et là, dans le village, tu avais ceux qui avaient des magnétoscopes à l'époque. Donc, nous, on avait un magnétoscope et on était parmi les seuls du village à avoir des congélateurs Bahut. Les congélateurs, là. Les coffres ? Les coffres, là. Ouais. Ok. Mon père me faisait mettre de l'eau dans des bassines et puis je congelais, donc je faisais de la glace et il me disait, va les distribuer à ceux qui n'avaient pas, quoi. Donc je distribuais des glaçons aux voisins. Après, je me suis dit, tiens, je vais faire du business, moi, avec ça. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? Je prenais un gobelet comme ça, transparent, là. Je mettais de l'eau, je mettais de la grenadine, je mettais un bâton et je superposais sur des plateaux, donc des verres... avec de la grenadine, et je faisais des sorbets, des Mr. Freeze. Et donc, ça se démoulait, et je les vendais à 1 dinar. Et 13h, 14h, quand le soleil était au zénith, ça toquait à la porte, j'ouvrais, on habite dans une impasse, mais l'impasse, elle était bondée de petits jeunes, d'enfants. C'était où en Algérie ? À Biskra, dans le sud-saharien algérien, il fait 55 degrés à l'ombre, c'était pas prêt. Autant dire là, c'est que tu avais de l'or presque si c'était de la glace. C'est là que j'ai dit, attends, c'est quoi le délire ? Donc, du coup, je vendais 1 dinar et j'avais pas assez de glace. C'est-à-dire que j'arrivais à
à répondre au quart des personnes qui étaient là. Et tout le reste, ils n'avaient pas à me regarder avec des yeux qui brillaient. Ah, s'il te plaît, j'ai plus. Victime de ton succès. C'était victime. Moi, j'étais victime de mon succès aussi. Donc, j'avais pas. Donc, du coup, je disais à mon père, quand il est revenu, il m'a récupéré. Je suis retourné en France et le collège, Madame Marin, pour pas la citer, la conseillère principale d'éducation avec qui j'ai toujours des relations, et qui est fière de moi comme c'est pas permis, elle dit, bon, on accepte, on y va avec mon père, ma mère, on fait un contrat moral avec le collège. Elle dit, bon, c'est quoi ton projet professionnel? On veut bien te prendre à condition que tu aies un projet. J'étais en 5e. J'ai dit, écoutez, moi, projet professionnel, apprenez-moi à faire un bloc de glace. Et ça, c'est dû au Sahara d'où je venais. Apprenez-moi à faire un bloc de glace. Je vais retourner dans mon pays d'origine, en Algérie. Ils veulent de la glace, je vais vendre de la glace. Et c'est comme ça. En fait, c'était le déclencheur de tout ton parcours. Et du coup, les profs me disaient, ouais, si tu continues tes conneries, tu vas finir en CAP, BEP. Et je dis, mais c'est tout ce que je demande, moi. C'est d'aller en CAP, BEP. Donc, du coup, j'ai fait un contrat signé, pardon. Et ils m'ont mis en 4e techno, à défaut de me mettre en CPPN. Je ne sais pas si tu te souviens, les CPPN, c'est les écoles où les mecs ils sont un peu maboules. Voilà. Et ben du coup, j'ai fait une 4e techno, une 3e techno, et mon CAP froid clim, mon BEP froid clim, mon bac pro. Et première note en CAP froid clim que j'ai eu, 20 sur 20. Mais j'ai tout de suite compris, vu j'étais déjà intéressé, c'est moi qui a demandé. D'avoir le secret de la fabrication de la glace, mais c'est rentré tout de suite. Et depuis, là, aujourd'hui, ça fait depuis 1993 que je fais ça, soit 32 ans. J'ai jamais lâché. Je suis un passionné et j'adore ça. Et ça fait plaisir. Et ça fait plaisir. Et si tu veux de la glace, tu me dis, au glaçon, tout ce que tu veux, je te fais une piste de ski en plein désert aujourd'hui. Normal. Tu aurais pu faire les pistes de ski à Dubaï, là, non, je crois. Je ne les ai pas fait à Dubaï, je les ai fait aux Ors. Okay. Une piste de ski aux Ors avec le lycée Maximilien Perret, où j'ai fait mon BTS, où on a dû dimensionner 27 hectares de pistes skiables en plus. Il y a eu un accident, une avalanche, il y a eu beaucoup de personnes qui sont mortes. C'était en 1995. En 99, on est parti là aux Ors pour dimensionner des pistes skiables. Et on a été retenus. Et les 27 hectares, c'est nous. On a sélectionné les canons à neige. Mais c'est qui, nous? Le lycée Maxime Perret. Ah, ok. Dans le cadre de ma formation, incroyable. On a été sélectionnés. Et puis le lycée Max P, c'est... Il y a 2 lycées. Il y a Raspail et Max P. Et puis Max P, c'est le top. C'est un petit clin d'œil à Max P. Voilà. Et du coup, voilà. Et donc là, tu as fait tes études. Redis un petit peu les étapes rapidement. Oui, donc CAP froid clim à Éragny-sur-Oise, le lycée Auguste Escoffier, qui est le pôle d'excellence académique dans le métier. Et j'ai été formé par M. Vigourou, M. Ressillier, M. Rommel, des grands monsieur du métier. Qu'on salue. Qu'on salue. Et même M. Vigourou, ça a été mon prof. Après, quand j'ai été prof, ça a été mon collègue. Et après, je l'ai même débauché. Il a démissionné de l'Éducation nationale et je suis devenu son patron. J'ai dit, maintenant, c'est moi qui va te donner des notes. C'est plus toi. Ça, c'est un clin d'œil à Ludovic Vigourou. Est-ce que c'est bien d'embaucher un prof? La petite question en aparté. Oui, c'est bien. C'est des mecs qui ils en ont besoin. Ah ouais? Ils ont besoin d'aller sur le terrain. Mais ils maîtrisent super bien, j'imagine, non? Ouais, mais ils maîtrisent théoriquement les choses très très bien, mais ils ne maîtrisent pas le direct live. Ouais. Okay. L'adaptabilité, la souplesse que tu connais, parce que toi aussi, tu as géré ça, tu as été technicien, tu as géré des boîtes, une boîte de froid, tu as géré du personnel. Faut l'avoir fait. Comme on dit, il faut forger pour être forgeron. Et donc, là, tu fais toutes tes études dans le froid. Oui. Après, tu termines à quel âge tes études? À 24 ans, parce que comme je t'ai dit, j'étais un cancre, donc j'ai redoublé. Moi, j'ai triplé ma 5e. Hein. Pour ça, avec les conneries que je faisais, ils ne m'ont pas laissé passer. Et c'est bien. On ne me laissait pas passer. Je ne savais pas lire, je ne savais pas écrire, on ne va pas me laisser passer. Ouais, non, mais moi, je pense que c'est une bonne chose. Voilà. Non, mais c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Non, mais la bonne chose, c'est que tu n'es jamais abandonné. Ah, je n'ai pas été abandonné, effectivement. Ils auraient pu... Tu n'as pas été abandonné, mais toi aussi, tu n'as pas abandonné. Ah non, de toute façon, je n'avais pas le choix. J'avais papa et maman derrière. Ah ouais, ils étaient sérieux. Ah oui. Ouais. Moi, mon père, quand il me parlait, paix à son âme, je l'écoutais. Hein. Ok. Ouais. Il était dur? Il était juste. Ok. Donc, du coup, j'ai fait
fait cette formation jusqu'en BTS. Et dès que j'ai terminé cette formation, j'ai mes anciens profs qui m'ont appelé, alors que j'allais signer un poste de contremaître au sein de la société Socham. Ok, je connais pas. Devenu Cofatec. Ok. Cofatec, c'est la fusion de 3 sociétés, la Sommet, la Synergue, la Sommet Genèse, Synergue et Socham, Société Adresse de Chauffage. Et les 3 ont fusionné, ils ont créé Cofatec, qui est EDF, GDF et BNP Paribas. Ok. Ça a créé Cofatec Service. Après, Helio et là, ça fait Cofeli. Je sais que tu travailles avec des gros noms, mais tu nous en parleras après. Ouais. Donc, du coup, j'allais signer un poste de contremaître. Alors, j'étais technicien frigoriste, et ça m'allait très bien. J'étais autonome, je faisais mes dépannages, mes travaux, je faisais de l'installation, du montage. J'adorais ça, de la soudure. Mes profs, vu que j'avais cette facilité à expliquer à mes camarades de classe, quand le prof il leur expliquait, il utilisait des mots un petit peu avec un vocabulaire qui n'était pas adapté au public qu'il avait devant lui, et il ne comprenait rien. Moi, je ne dis pas que j'avais de la facilité, mais je posais les questions. Je dis, ouais, je ne comprends pas. Et il y en a d'autres qui ne posaient pas les questions. Donc moi, je posais des questions, j'essayais de comprendre. Quand j'arrivais à comprendre, c'est bon, c'était dans la tête, c'était réglé. Et ceux d'à côté, ils me disaient, ouais, t'as compris, moi, j'ai pas compris. Donc je leur expliquais avec des mots... Les tiens. Les miens, et un vocabulaire, et avec des moyens mémotechniques qui ont fait qu'ils comprenaient, et ils assimilaient en plus ce que je leur expliquais. Et le prof, il l'a vu, ça. Et le prof, monsieur Catoire Olivier, que je remercie, il me dit, mais toi, t'es dangereux, toi. Tu vas m'aider. Alors, quand un élève, il ne comprenait pas, il me dit, Kamel, explique-lui. Donc, je lui expliquais, et il comprenait. Et c'est ce prof-là qui m'a appelé le jour où j'allais signer ce contrat. Il me dit, Kamel, tu ne veux pas être prof? Attends, j'avais 24 ans. Je dis, comment ça, prof? Tu te fous de ma gueule? Pardonnez-moi l'expression. Tu te moques de moi. Tu te moques de moi. Tu te moques de moi. Il dit, non, sérieusement, professeur Kamel. J'y croyais pas. J'ai dit, mais professeur, c'est-à-dire professeur comme toi, à l'éducation nationale et tout, je vais avoir des élèves et tout. Oui, mais moi, j'ai pas été formé pour ça. Moi, c'est ce que j'allais te poser comme question. Faut aller à l'IUFM, l'Institut universitaire de la formation des maîtres, faut des... Mais non, il y a des postes qui vont bien du fait qu'on manque de professeurs. L'inspecteur académique t'expliquera mieux que moi, mais c'est possible. Bon, moi, je l'ai vu comme une évolution sociale. J'ai vu ça, une évolution sociale. Et surtout de faire la fierté de mes parents. Le jeune cancrelat, là, je l'ai envoyé au bled. Qui a refait 3 fois la 5e. Qui a refait 3 fois la 5e. Qui était, tout le monde, pariait pas un copec sur lui, qui me voyait entre 4 murs ou 4 planches. Eh ben, il est devenu professeur. Et quand j'ai dit ça à mon père, j'ai vu ses yeux briller et ma réussite, elle était là. J'ai dit, ah ouais, j'ai réussi. Donc, tu as accepté? J'ai accepté naturellement. Et tu es devenu pour faire je sais pas si je dois le dire, mais pour faire kiffer mon père, quoi. Mais si, tu peux le dire. Je le dis, pour faire kiffer mon papa et ma maman, bien sûr, et mes frères et sœurs. Et quand mon fils, il est professeur. Quand mon père il disait ça à mon fils, moi j'en ai marre de lui. Qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui? Il est professeur. Tu sais, le papa là, super content. Genre il est déçu, mais il est content. Diplômé de Polytechnic School of London. Exactement, School of London, School of Algeria, du quartier. Donc du coup, j'ai naturellement accepté la proposition d'Olivier Catoire. J'ai postulé donc et j'ai eu un entretien avec Denis Dinoya, qui était inspecteur académique de la spécialité à l'Académie de Versailles. Et j'ai signé mon contrat au boulevard Lesseps à Versailles. Et j'étais le plus jeune prof de la filière énergétique de l'Académie de Versailles. Et je me suis retrouvé prof, là où j'ai été élève. Ok, donc toujours au lycée à Villiers-le-Bel. À Villiers-le-Bel, Pierre Mendès France, qui était un lycée dit ZEP, zone d'éducation prioritaire. Et après, j'étais dans un autre lycée, lycée d'Éragny-sur-Oise, qui était ZEP, mais autrement, c'était zone d'éducation prestigieuse. Ah bon? Ouais. Mais mes meilleurs souvenirs, mes meilleurs moments, c'était vraiment au lycée Villiers-le-Bel, dit dur, des gens des quartiers défavorisés, des gens... c'est là où j'ai... Tu t'es épanoui? Bah ouais, j'étais bien. Je donnais, je rendais tout ce qu'on m'avait donné. Raconte ça, du coup, t'as 24 ans, t'as fait ça? Ouais, 24 ans. Donc je me retrouve prof là où j'ai été élève. Et en face de moi, je retrouve les élèves qui m'ont connu quand j'étais en bac pro.
Et eux, ils étaient en CAP. Vu que je suis parti en BTS et je suis revenu, eux, je les ai retrouvés en bac pro. Donc, quand ils m'ont vu arriver, ils m'ont dit, mais toi, t'étais pas un mec de Cergy, toi, qu'est-ce que tu fais chez nous? T'es professeur, t'es pas le surveillant. Non, je suis professeur. Mais non. Et là, ça les a motivés. Ils ont dit, ah ouais, parce que nous aussi, on peut être professeur. Et puis voilà, j'ai toujours eu cette envie de valoriser ce métier, leur dire combien ce métier est passionnant, combien il va vous rapporter, combien il va vous permettre de vous épanouir. Et puis, j'ai émoustillé leur intérêt, parce qu'un frigoriste, il est bien payé. Moi, j'avais des élèves qui étaient mieux payés que moi. Ils prenaient des... Je suis content, je suis fier, hein, je ne sais pas de la jalousie, mais c'était pour leur dire. Et vous avez le luxe de pouvoir choisir dans notre métier. Soit être chargé d'affaires. Surtout que même aujourd'hui, au moment où on parle, il y a une pénurie, non, de frigoristes. Grave. Donc, non seulement valoriser le métier, et surtout pallier au manque accru de personnes compétentes. Parce que des gens de bonne volonté, il y en a plein. Ils veulent tous, tout le monde veut travailler. Il n'y a pas de feignants, c'est pas vrai. Mais il faut leur donner les moyens, il faut leur donner les outils, il faut qu'ils acquièrent les compétences. Avant, quand on était en stage, on avait un tuteur qui nous suivait du début à la fin. Aujourd'hui, les tuteurs, il n'y en a plus. Ils sont tous pressés, ils n'ont plus le temps. Et puis, il y a des sites où on ne peut pas y accéder. La prévention, la sécurité empêche que le jeune puisse toucher, manipuler. Je ne dis pas que c'était mieux avant, mais il y avait pour moi moins d'accidents avant aussi. Hein. Enfin, je parle de mon retour d'expérience. Mais on empêche aujourd'hui les jeunes d'apprendre comme nous, on a appris. Je ne suis pas dans la nostalgie, je suis pas... C'est un constat. Mais en tout cas, je cherche aujourd'hui à rendre, encore une fois, ce qu'on m'a donné. Ça, c'est inné en moi. Restituer le savoir que j'ai acquis et pallier au manque accru de professionnels pour déjà éviter qu'ils se tuent. Parce qu'au pire, ils se tuent. Au mieux, ils cassent la machine. Quand la machine a fait 700 000 €, eh ben, il va la casser parce qu'il va toucher un bouton qu'il ne fallait pas toucher. Ou au pire, il va se tuer, il va s'électrocuter, il va rester collé sur la machine, ou il va faire exploser la machine devant lui. Il y a eu des accidents graves qui passent pas dans les journaux, dans les médias, qui ne sont pas médiatisés, mais ça existe. Ça, c'est mon rôle, de valoriser le métier. On ne m'a pas désigné pour ça, mais c'est moi qui m'auto-désigne. Je me sens... J'ai besoin de... Voilà, je suis rattrapé par ma culture pédagogique. Investi d'une mission. Ouais. Et du coup, donc, tu fais prof jusqu'à quel âge? Jusqu'à vitam aeternam. Donc là, tu es toujours prof? Ouais, je suis toujours prof. Ok. Ouais. Et donc, alors, quand est-ce que tu as lancé, je sais pas, ta première entreprise? La première en 2003, à la canicule. Donc, il y a 22 ans. Voilà. Ok. Ça s'appelait La Francilienne du Froid. Ok. Et tu as lancé ça en plus d'être prof? Voilà. Moi, c'était ma femme, en fait. Tu avais le droit de faire ça? Ben non. Ok. Mais j'avais le droit. Oui, j'étais pas salarié. J'avais pas droit d'être gérant. Ok. Mais j'étais pas salarié non plus, parce que j'ai demandé des autorisations de cumul au proviseur de l'établissement qu'il a refusé pour avoir un poste. Et puis le statut d'auto-entrepreneur n'existait pas. Okay. Donc ma femme, qui est du métier aussi, donc elle a ouvert cette société. Et le premier employé de cette société, ça a été un de mes anciens élèves. Okay. Je tairai le nom parce qu'il a un poste important aujourd'hui. Mais il a été le premier employé de la société Le Froid Francilien. Et moi, la Francilienne du Froid, pardon. Et moi, j'ai démissionné quand il y a eu la crise des subprimes. Et je les aidais. Hein. C'était quoi ça? C'était en 2008? Ouais, c'était en 2008, la crise des subprimes. Hein, en 2008. Et là, c'était compliqué. Donc, j'ai démissionné en 2007. Ok. Pour accompagner la société, pour la redresser, parce qu'il y avait des grosses difficultés de décalage de trésorerie, tous les problèmes du quotidien qu'une jeune entreprise peut connaître, surtout à cette période. C'était très, très dur. Et on n'était pas aidés. 45 jours fin de mois, c'était la théorie. En vrai, on était payé à des 120 jours, si ce n'était pas plus. Ah ouais, ça c'est dur ça. Ça c'est dur. Mais attends, juste j'ai une question. Donc, tu as fait tes études, tu as été prof, ouais. Et tu as lancé ta boîte avec ta femme. Voilà, en parallèle. Et moi, je suis resté prof. Entre détails, mais tu n'avais jamais travaillé dans une boîte avant? Si. Ah bah si. Ah oui, c'est une bonne question, ça. Si, parce qu'en fait, quand j'ai commencé en 93 jusqu'en 2000, de 93 en 2000, donc ça fait combien d'années ça? 7 ans. 7 ans. 7 ans, j'ai jamais pris de vacances scolaires. Jamais. Ok. C'est-à-dire, dès que j'ai fait mon stage chez Thomson CSF...
Ah oui, donc tu Ouais, faisais quand même un peu de terrain avec du Oui, stage ou peut-être de Je faisais mes l'alternance. stages en entreprise, des périodes de formation en entreprise dans le cadre de ma formation. Je faisais des périodes de formation en entreprise et je demandais à travailler, si c'était possible, de travailler l'été, les vacances scolaires, etc. Et ben, ils m'ont toujours accepté. Et c'était Donc, quoi la j'étais boîte? motivé. C'était Thomson au début. Donc, je travaillais pour Thomson sur site. C'est quoi, ils font quoi, Thomson? Thomson, c'est l'armement en fait. Ok. CSF. Mais moi, je m'occupais des services généraux. Ok. Je faisais du multitechnique. S'il fallait faire de la menuiserie, j'en faisais. S'il fallait passer l'aspirateur, s'il fallait nettoyer les toilettes. Ça, c'est quand tu étais vraiment au tout début de ta... Au tout début. Ouais. Et avant de faire ça, de mes 11 ans jusqu'à 1993, donc jusqu'à mes 18 ans, pendant 7 ans, je faisais les marchés. Ok. Le matin, mon père, il me réveillait, il me jetait dehors, il me disait va travailler. Je disais où? J'allais faire les marchés. Donc je travaillais le samedi, le mercredi matin, j'aidais à remballer, à déballer. On me donnait 50 francs et je travaillais toute l'année. Donc j'ai toujours travaillé. Mais dans le métier, de 93 à donc 2000, j'ai toujours travaillé pour les boîtes où j'ai fait mes stages. Donc Thomson. Après, quand je suis parti chez Sulzer Infra, je travaillais chez Sulzer. J'appelais, je suis disponible pour les vacances de Pâques. Ils me prenaient. Moi, je ne maîtrise pas à 100%, mais Sulzer, c'est des compresseurs? Alors, Sulzer, c'est comme Carrier, mais chez les Suisses. Ok. Voilà, c'est les compresseuristes. Voilà, Sulzer, c'est devenu après Rhino, après c'est devenu Axima. Ok. Réfrigération. Après Equance, etc. Mais à la base, c'est Sulzer. Et ENG, je crois, avant, mais oui. Voilà, nous, c'est Sulzer. On était Sulzer, les compresseuristes. Et j'avais toutes les patinoires d'Île-de-France. Et puis d'autres sites, cadre de la maintenance, des bâtiments tertiaires. Et j'ai toujours travaillé pour eux quand j'étais disponible, c'est-à-dire pendant les vacances. Donc, j'ai jamais pris de vacances. Et cumulé pendant ces 7 ans, ça a donné 3 ans d'expérience pleine. Ok. En fait, ça 3 fois 12 mois. Et c'est comme ça que j'ai pris mon expérience terrain. Ok. Et que ça a justifié pourquoi aussi ils ont accepté de me prendre. Ils ont vu, je suis venu avec mes fiches de paye et tout. Hein. Bon, les fiches de paye que j'avais pas, c'est celles du marché, parce qu'ils faisaient pas de fiches de paye, ils donnaient un billet à l'ancienne, comme ça, ils donnaient 50 francs, et c'était bon, quoi. Donc, du coup, ouais, non, j'ai cumulé 3 ans d'expérience avant d'avoir signé prof. Mais ouais, effectivement, j'ai jamais fait... Ah, donc en fait, quand tu étais prof, tu avais aussi de l'expérience terrain. Voilà. Ok, incroyable. Et donc, du coup, tu lances, enfin, madame lance la francilienne Juffroy. Ouais. Toi, tu rejoins la boîte quelques années après. En tant que directeur technique. 4 ou 5 ans après. 7 ans après. 7 ans après. Oui, 2003, 4 ans après, 2007. Okay. Je l'ai rejoint en 2007. Je démissionne en 2007. Ok. Et donc là, qu'est-ce que vous faites avec cette activité-là? C'est quoi c'est qui vos clients? C'est des particuliers, des pros? Alors, c'est des pros. Okay. Les particuliers, c'est particulier. C'est un autre marché. On l'a fait, mais on a vite compris que c'était compliqué parce que ils ont l'impression qu'on leur raconte la messe. C'est compliqué. Quand on leur explique techniquement les choses, ils nous regardent de façon suspicieuse. Donc, je préfère travailler avec des sociétés qui maîtrisent notre vocabulaire, qui maîtrisent notre compétence et à qui on peut expliquer les choses sans qu'ils nous regardent de façon suspecte. Ok. Voilà. Bon, là, il y a un peu de triche pour le coup, mais moi, je sais que tes clients, c'est un petit peu les boîtes du 440, j'ai envie de dire. Oui. Donc, c'est les sociétés. Nous, c'est l'industrie, le tertiaire, la santé. Pharmaceutique. L'industrie, santé, tertiaire, voilà. Et le process, les data centers. On travaille vraiment dans de la grosse machinerie, enfin petite, moyenne et très grosse puissance. Après, on n'a pas de petits clients, mis à part le marché du particulier où on ne veut pas s'aventurer. Parce qu'on a eu une mauvaise expérience qu'on ne veut plus... voilà, c'est pas notre... Ok. Et du coup, donc, entre 2007, au moment où tu rejoins la boîte, oui. Et aujourd'hui, là, tu gères combien de personnes aujourd'hui là, chez le Fra Francilien? On est monté au plus haut à 60 personnes sur l'ensemble du groupe, parce qu'après, on a créé des sociétés, etc. Aujourd'hui, on est à quoi, une petite cinquantaine. On ne veut pas dépasser. Et donc là, on arrive dans la deuxième partie qui m'intéresse. C'est comment est-ce qu'on passe... Parce que la première partie, elle ne t'intéressait pas? Si, bon. Mais qui m'intéresse sur le... Ça fait plaisir. Non, mais on va passer à la partie la gestion d'entreprise plutôt. Comment est-ce qu'on passe de je travaille avec ma femme à une entreprise de 50 personnes? Enfin, tu peux raconter. On s'en rend pas compte. Hein. Après, le je travaille avec ma femme, c'était pas une contrainte de travailler. Bien souvent. Non, mais je veux dire, vous étiez que 2 peut-être ou... Ah oui, 3. De passer à 3. Voilà. Oui, en fait, ils étaient 2. Après 3, 4, 5. Moi, j'ai commencé à naturellement. Les premiers que j'ai embauchés quand j'ai vraiment pris les rênes de la société,
Et après, il y a eu un changement de statut où j'ai pris la direction générale. La femme m'a fait un cadeau. Elle m'a dit, tiens, je t'offre mes parts. J'ai dit, bon, d'accord, je prends. C'était pas un cadeau empoisonné, j'ai assumé complètement. Donc, j'ai récupéré l'entièreté des... Donc, j'ai pas d'associé, je suis vraiment associé unique. Enfin, j'ai pas d'associé dans la société, j'ai toutes les parts. Et comment j'ai fait? Naturellement, j'ai embauché mes anciens élèves, mes camarades de classe, des gens qui étaient à proximité, qui m'entouraient, quoi. Pourquoi aller chercher loin ce que tu as à côté? Non, mais tu as eu cette chance, parce que je te prends mon exemple. Moi, c'était super dur de recruter des bons techniciens, de les tester. Tu vois, toi, en étant prof, j'imagine, c'était une certaine facilité, et tu en as joué et tu as eu raison. Bien sûr. J'ai eu, ne serait-ce qu'à l'Éducation nationale, parce que je suis encore prof pour des grandes sociétés, pour différents campus, donc je dirais le nom aussi. De 2000 à 2007, j'ai eu 4 fois 24 élèves. Ça, c'est la formation initiale. Plus 24 élèves, ça, c'est la formation continue. C'est les Greta, etc. Donc, quand tu fais le calcul, on va dire 5 fois 25 élèves, pour arrondir donc, le calcul. 125 facile. Élèves. Donc, 125 élèves par an. Pendant 7 ans. Tu vas dire, il y a 30% d'entre eux qui ont changé de métier, qui seront convertis, ou qui sont partis plus loin, vaquer à dans d'autres horizons. Et tous ceux-là que j'ai formés, qui restent là, les 70%, ils avaient 20 ans en 2000. Aujourd'hui, ils en ont 45. Tous ces élèves-là, ils sont tous placés en Île-de-France. Il y en a qui sont chez telle boîte, il y en a chez telle boîte. Aujourd'hui, le plus gros de mes clients, 80% de mes clients, c'est mes anciens élèves. Okay. Ils me font la misère. C'est-à-dire, je leur ai appris à nager, ils se mettent à me noyer. Ils me disent, ah ouais, tu fais le malin. Oh là là, tu mettais des 2 sur 20. Et toi, je vais te mettre des 2 euros sur 10. Tu devais avoir 10 euros. Comment ça, c'était tes clients aujourd'hui? Parce qu'ils travaillent dans les boîtes qui sont tes clients. Ils travaillent dans des grosses structures aujourd'hui, et c'est mes clients. C'est-à-dire, ils ont le réflexe de m'appeler. Mais c'est une blague quand tu dis qu'ils te font la misère. Oui, c'est une blague, ils font la misère, bien sûr. Ils me taquinent. Ils sont joueurs. Non, mais ok, mais du coup, en fait, t'as un gros réseau. Voilà, j'ai un gros réseau. Et tu connais les chargés d'affaires, les frigoristes. Et le fait d'avoir du personnel aussi, toujours la relation avec l'Éducation nationale, notamment les professeurs du domaine, qui sont mes anciens collègues, qui sont des amis aujourd'hui, qui sont dans ce via-là. Ils m'appellent, Kamel, est-ce que tu peux pas nous trouver une entreprise pour placer ce jeune? Bon, c'est une mine, lui, mais bon, il faut qu'on le place, tu comprends? Ah, celui-là, il est bon, celui-là, je le prends. Donc, du coup... C'est presque du délit d'initié, là. Écoute... non, mais t'as raison. J'ai l'avantage d'être là, je suis à la source, donc je prends les meilleurs. Ok. Prends les meilleurs. Logique. Donc, PSG, c'est tout. Donc, je prends le top du top. C'est nous, les champions. Paris, SG, donc c'est ce que je fais. Je récupère les pépites, les perles rares. Et c'est les profs qui les ont formés toute l'année, qui me chuchotent à l'oreille, qui me disent lui, il est bon, truc. Et je fais aussi partie des jurys d'examen tous les ans. Donc j'assure le jury d'examen quand ils font des soutenances en bac pro ou BTS. Donc souvent, je donne ma carte lors d'un entretien. Je fais mes courses, si je pourrais dire ça. Donc du coup, Kamel, t'es prof, t'es dirigeant du Froid Francilien. Oui. Tu diriges aussi d'autres entreprises. Tu disais que tu accompagnais, tu vas en reparler après, dans le groupe, que tu incorpores dans ton groupe. Oui. Bon, c'est quoi ton quotidien? Comment tu gères tes journées? C'est quoi la journée type de Kamel Ferrat, là? C'est boulot, 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 boulot. Donc tu es toujours sur le terrain? Ouais, mais quand je dis boulot, j'ai pas l'impression de travailler parce que, bon, un passionné, il n'a pas l'impression de travailler. Après, mes 4 premiers enfants, c'est vrai que je les ai pas vus grandir. J'essaye de ne pas faire la même connerie avec les 2 derniers que j'ai là. Les 2 derniers, donc 6 ans et 3 ans. Et c'est de kiffer un maximum avec eux. Donc je travaille à la maison, télétravail. Ah bon? Oui, dès que je peux. Donc j'ai mon bureau à la maison, je suis à la maison. Mais je suis désolé, je creuse, mais c'est quoi un petit peu tes journées? Tu cherches des clients, tu fais des recrutements, les clients, tu cherches des nouveaux entrepreneurs? Les clients, le trouver, c'est pas ce qu'il y a de plus dur. Le client, c'est de le garder. Et pour le garder, il faut le satisfaire. Le satisfaire par la qualité. Si tu veux préserver un client, le garder, c'est sans la qualité. Et le prix, bien sûr, il y a toujours un côté prix, mais la qualité de tes interventions. Et la réactivité. Comme je disais tout à l'heure à Ouda, c'est qu'il y a plus de demandes que d'offres.
on n'a pas assez de personnel à mettre en face de toutes les demandes. Surtout là, aujourd'hui, nous sommes le 3 juillet, on sort d'une grosse canicule. Les 3 derniers jours, là, du 1er juillet, c'était horrible. J'ai jamais reçu autant d'appels. Là, on est qu'au mois de début juillet, c'est un petit peu la canicule de 2003 qu'on subit, quoi. Et on n'a pas de personnel. Ils sont débordés, les bons sont débordés. Donc mon quotidien, c'est faire le grand écart, c'est de faire preuve de souplesse et d'adaptabilité pour répondre aux besoins urgents de nos clients, apporter les bonnes solutions, souvent aller les accompagner pour gérer les litiges aussi, parce qu'ils ont souvent des litiges, quand tu vois les tribunaux, ils sont pleins. Et les litiges, c'est que dans le domaine du froid et de la clim. Il y a beaucoup, en tout cas, dans le domaine du froid et de la clim. Et souvent, c'est dû à l'incompétence ou à l'erreur humaine. J'imagine qu'il y a une saisonnalité dans ton métier. Parce oui. que voilà, quand il Quoique, fait chaud... même quand il fait froid. Hein. En fait, c'est les extrêmes. Quand il fait très chaud, on nous sollicite beaucoup. Quand il fait très froid, on nous sollicite beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, bien souvent, le chauffage, c'est la pompe à chaleur. Hein. Plus ça va, plus... ou les VRV à détente directe, là, qui sont réversibles. Les gens se chauffent aussi avec des systèmes thermodynamiques. Et même s'ils se chauffent avec des chaudières au gaz ou au fioul, on nous appelle aussi. Parce que même dans ce domaine-là, malheureusement, il n'y a pas de personnel. Donc, et nous, on est capable aussi, parce qu'on a un service qui savent faire. On a des compétences internes et on sait intervenir dans de la grosse puissance en chaufferie, fioul ou gaz. Ok. Oui. Donc, mon quotidien, c'est ça, c'est d'être disponible pour mes clients. J'essaye, vu que je travaille en famille, donc on se voit. Je vois ma femme, je vois mes enfants. Mon fils, le plus grand, il est dans le froid et la clim, il travaille dans la boîte avec nous. Mon autre fils, Liamine aussi, il y a Salim qui travaille avec nous, il y a Liamine qui travaille avec nous aussi. Les filles, bon, bah, elles veulent pas rentrer dans le domaine, mais elles ont raison. Je crois qu'il y a ton frère aussi qui travaille avec toi. Et il y a mon frère qui travaille avec moi, il y a mes sœurs qui travaillent avec moi. Donc on est en famille, quoi. Ok. Donc on se voit. Et donc la vie de famille, la vie pro. Après, il y a une règle, c'est quand on rentre à la maison, on ne parle pas de travail. Donc après, effectivement, quand je travaille à la maison, j'ai mon petit coin dans mon garage que j'ai aménagé, où j'ai mon petit bureau, et puis là, je travaille tranquillement. Et... Donc finalement, le plus dur là dans ton métier, c'est de gérer les urgences. Ouais, c'est quelque chose que j'aime aussi, hein. C'est de l'adrénaline, j'en ai besoin. Hein. Des difficultés dans mon métier, le jour où il y en aura, j'arrêterai. Moi, la difficulté, c'est de trouver les personnes pour répondre aux demandes de mes clients. Mais je crois que tu étais prof et que tu avais accès Mais malgré l'avantage que j'ai d'avoir des personnes potentiellement capables à intégrer notre milieu ou de faire ce que je leur demande dans les missions que je leur confie, là, malgré tout, il n'y a pas assez. Il n'y a pas assez. Okay. Donc, et dire non à un client, c'est dur. Mais après, je travaille avec des partenaires comme toi, tu l'as été lorsque tu gérais ta boîte. Donc, j'ai des partenaires comme toi qui m'accompagnent aussi. Tu as des sous-traitants? J'ai des partenaires stratégiques. Ok. Voilà. Moi, j'aime pas le terme sous-traitant parce qu'il y a sous, il n'y a pas de sous. C'est un partenaire. Ok. Non, mais tu as raison. C'est comme quand on dit des collaborateurs. Ouais, voilà. Moi, c'est des partenaires stratégiques. Après, on les appelle dans le milieu les sous-traitants. Moi, je ne suis pas sous-traitant. Je suis un partenaire stratégique et les partenaires stratégiques qui travaillent avec moi ne sont pas des sous-traitants aussi. Voilà, voilà. Qu'est-ce que tu dirais à un entrepreneur qui se lance là, Kamel, qui se lance dans le froid pour aller chercher des sommets comme toi, pour recruter? Commençons par le recrutement. Si tu devais donner des conseils de recrutement pour éviter d'embaucher des mauvais, d'un point de vue peut-être technique, peut-être d'un point de vue aussi, tu vois, on appelle ça des soft skills. Je pourrais lui donner tellement de conseils. Mais je vais juste lui dire que si déjà il décide d'ouvrir sa société, c'est qu'il est motivé, c'est qu'il veut, c'est qu'il a fait le tour, c'est que... La seule chose que je lui conseille de faire pour que ça marche... réponds aux demandes de tes clients. Voilà. Parce qu'il y en a beaucoup qui répondent pas, tu penses ouais, c'est... Moi, tu m'appelles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est un client qui m'appelle, je réponds. Ok. Je réponds. Donc c'est ce qui fait aussi ta force. C'est ce qui a fait ma force. J'ai toujours répondu.
J'ai toujours répondu présent. T'ouvres pas une boîte pour dire attends, vas-y, c'est qui le client? Oh, il m'embête celui-là ou truc. Ah non, j'ai pas les personnes. Même si j'ai pas, réponds-lui. Même si je suis pas capable, réponds-lui, aide-le, accompagne-le, conseille-le, dis-lui, donne-lui, apporte-lui n'importe quelle aide, la moindre aide que tu peux lui apporter, mais réponds-lui. Fais pas l'autruche. Mets pas la tête dans le sable, attends que la tempête passe et puis après, oh, c'est bon, il n'y a plus de tempête. Non, parce qu'il t'appellera plus. Ok. Moi, les clients que j'ai, c'est les mêmes depuis le début. Depuis 2003, c'est les mêmes clients. Hein. Ouais, mais toi, c'est vrai que c'est spécifique parce que tu as des gros clients qui t'ont suivi sur, Non, mais sur- j'ai pas sur toujours ta carrière presque. Mais j'ai commencé, j'avais pas de clients. J'ai commencé, j'envoyais des fax. Hein. À l'époque, c'était pas des mails. Hein. Mais c'est vrai. J'envoyais des fax, je regardais, je prenais le bottin du SNEFCA. Le SNEFCA, où il y a toutes les sociétés qui sont dans le froid, parce qu'Internet, c'était pas ce qui est, c'était AOL, hein, c'était pas aussi performant qu'aujourd'hui. J'envoyais, mais je faisais du porte-à-porte. Et puis après, tu vas voir les premières boîtes où t'étais. Donc je suis parti, j'ai frappé à la porte de Socham, enfin Cofatec. J'aurais dit, ouais, je veux travailler. J'ai toqué à la porte d'Axima. C'est les premiers qui m'ont référencé. Et je suis référencé jusqu'aujourd'hui chez eux. Et c'est des clients historiques. Après, Dalkia, c'est pareil. J'ai toqué à leur porte parce qu'ils me connaissaient. Et puis, quand j'allais visiter mes élèves en stage, je leur disais que j'ai une boîte de froid. S'ils ont besoin, je suis là. Et du coup, ils m'ont référencé et c'est devenu des clients historiques pour nous. Aujourd'hui, des partenaires plus que stratégiques. Et qu'est-ce qui fait que je suis resté? C'est que j'ai toujours répondu à leur appel. Après, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Des fois, le chantier ne s'est pas passé comme il fallait. Le tout, c'est d'assumer. Parce que quand il y a quelque chose qui ne va pas, c'est... Ah, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, non, c'est comment tu réagis pour résoudre ce qui n'a pas été. Et c'est ça ma force. J'ai toujours fait face, j'ai toujours fait front. Même si j'ai perdu des plumes, j'ai fait face. J'ai jamais tourné le dos, j'ai jamais trahi ma parole, enfin mes engagements. Donc, c'est les conseils que je lui donnerais. Il faut gagner la confiance du client, c'est ce qu'il y a de plus important. Et ça commence par lui répondre, et le contenu de ses devis, d'être prudent, de ne pas s'emballer sur les chiffrages, il faut rester au prix marché, et surtout de mettre les clauses qui vont bien, pour pas que ça se retourne contre lui. Voilà. Okay. D'être prudent. La prudence, la pugnacité, comme on dit, et la motivation, et le courage, beaucoup de courage. Et il y arrivera. Okay. Et en tout cas... Qui fonce, quoi. J'ai quelques petites dernières questions pour clôturer. La première question, c'est complètement rien à voir, c'est juste pour connaître un petit peu ta... Enfin, c'est une question vraiment out of the box. C'est quel genre de musique t'écoutes, Kamel? Ah non, moi j'écoute la musique française. Mais non. Si. Quel genre de musique? Oh, tout, du Aznavour, tout ce qui est... Moi, je mets Radio France... mes Chéri FM, Nostalgie. Goldman, Nostalgie, j'adore. Ouais, en plus, là, ils ont fait les chansons françaises remixées. Tu vois, remixées, ils mettent des Bossa Café, du remixé, du France Gall remixé. Je kiffe. Ouais. Je suis pas chauvin, mais ouais, je kiffe surtout comprendre les chansons que j'écoute. Parce que bon, je suis pas terrible en anglais, moi. Tu veux dire qu'il y a des fois, il y a des sens cachés dans les... Hein? Il y a des sens cachés? À comprendre, ok, parce que c'est en français. Ouais. Non, ouais. Non, parce que des fois, tu peux écouter, je sais pas, non, et puis Goldman, j'aime bien les chansons françaises, moi. Voilà. Dernière question, Kamel, avant qu'on se quitte. Est-ce que tu as un dirigeant d'entreprise qui pourrait passer dans ce podcast qui t'inspire et que je peux contacter? Il est plus de ce monde. Le dirigeant qui m'a inspiré, c'est mon père. Ok. C'est ma boussole. C'est mon exemple. Enfin, l'exemple que je suis, c'est un grand monsieur, grand monsieur. Son prénom, c'était Zeribi, comme Karim Zeribi, là. Lui, j'aime bien, il me fait rire lui, quand il parle. Je connais pas. Parce qu'il a le même nom, c'est de la politique. Et pourquoi je l'écoute? Parce qu'il a le même prénom, enfin, il porte le nom du prénom de mon père. Okay. Donc Zeribi. En fait, c'est un village en Algérie qui s'appelle Zeriba. C'est comme si il s'appelait, il vient de Marseille, ses parents l'ont appelé le Marseillais. Ou s'il était de Paris, ses parents l'ont appelé le Parisien. Donc mon père, il est né à Zeriba, ils l'ont appelé Zeribi. Je suis d'accord. et Ferrat, donc. Et mon père, voilà, c'est tout ce qu'il disait, c'était quelque chose. C'est pas parce que c'est mon père, hein, c'est vraiment... il était impressionnant par sa sagesse, par sa bienveillance. Ah oui, il a été maçon. Il a été maçon.
Après, il est tombé d'un échafaudage. Il s'est la jambe broyée, les côtes, les poumons perforés. Ils l'ont ramassé à la petite cuillère. Il est tombé sur son ami. Son ami, il est tombé, il est mort. Et c'est qui l'a amorti? C'est son ami, en fait. Ouais. Pour lui, ils l'ont ramassé. Puis après, ils l'ont mis à Peugeot. Après, une fois qu'ils l'ont soigné, ils l'ont replacé à Peugeot, à Osny. Et ils nettoyaient les voitures quand ils sortaient d'usine. Et mon premier stage que j'ai fait en 4e techno, c'est à Peugeot Talbot, à Osny. Et c'est mon père qui m'a trouvé ce stage. Et j'ai vu mon père travailler avec son bleu Peugeot, en train de nettoyer la voiture. Et moi, je montais les postes cassettes avec l'électricien des véhicules. Et je mettais les haut-parleurs et tout pendant mon stage. Et je voulais presque dire à mon tuteur, je peux aller aider mon père. Et je ne voulais pas le laisser travailler, en fait. Je voyais travailler, laver les voitures. Et quand je me suis rendu compte plus tard, pendant toutes ces années, j'ai vu ce qu'il a fait. Je me suis dit, pendant toutes ces années, il a fait ça. Et la force qu'il a, avec le peu qu'il gagnait, et il a réussi à nourrir toutes mes sœurs et mon frère, parce qu'une famille nombreuse, hein. J'ai 8 sœurs, 2 frères, 4 frères qui sont morts, avec la même femme. Hein. Enfin, j'ai une grande sœur qu'il a eu, mais le papa... Respect. Soldat, général des grandes armées. Okay. Il est fort, mon père. Voilà. Pour moi, c'est le patron numéro 1, c'est mon exemple, c'est l'homme qui m'inspire le plus. Écoute, merci beaucoup, Kamel. Merci à toi. C'était un honneur de te recevoir. Et merci. Je te dis à très vite. À très vite. Gizmo.